Cette vidéo risque de te paraître un peu plus longue que mes vidéos habituelles, mais l'avantage avec cette vidéo, c'est que la majeure partie, voire la totalité des informations que je vais te partager dans celle-ci sont partagées par voie audio et non pas par voie visuelle. Donc tu peux considérer cette vidéo comme un podcast, mettre tes écouteurs, écouter ce que j'ai à te dire en faisant autre chose si tu en as envie, en faisant ta vaisselle ou je ne sais quoi d'autre. Et tu n'as pas besoin de fixer l'écran comme ça pendant toute la durée de cette vidéo. Donc pour aller directement dans le vif du sujet, d'où vient cette idée que le finastéride réduirait la taille du pénis masculin? En fait, cette hypothèse vient du simple mécanisme du finastéride qui est un inhibiteur de 5-alpha-réductase. Et lorsque tu inhibes ta 5-alpha-réductase avec du finastéride, ta DHT, ta dihydrotestostérone, va baisser. Et il s'avère que la DHT est responsable de la croissance du pénis chez l'homme durant la puberté. Et donc, la question se pose, étant donné que la DHT est responsable de la croissance du pénis chez l'homme et que le finastéride réduit la DHT, est-ce que ça veut dire que la DHT est nécessaire pour préserver la taille finale obtenue durant la puberté? Et donc, est-ce que ça voudrait dire que le finastéride qui lui inhibe la DHT réduirait la taille du pénis? Et il y a une différence fondamentale, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler des études qu'on a à disposition, parce qu'il y a des études qui permettent de déterminer si oui ou non le finastéride réduit la taille du pénis chez l'homme, je voudrais quand même rentrer d'abord dans une introduction où je vais te parler des différences fondamentales entre la répartition et le rôle de la DHT dans le pénis à la puberté versus à l'âge adulte. Et on va parler également un petit peu d'anatomie pénienne, donc oui, il y aura beaucoup de termes suggestifs dans cette vidéo, dans cet épisode, mais c'est bien sûr à titre totalement scientifique et à des fins de recherche. Donc chez les humains, durant la puberté, il y a une forte activité de la 5-alpha-réductase dans les tissus péniens, et c'est ce qui permet au pénis de se développer durant la puberté, jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille normale, sa taille adulte. Et ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu, c'est que la 5-alpha-réductase existe sous trois isoformes, la 5-alpha-réductase de type 1, 2 et 3, et elles ont chacune une répartition et un rôle plus ou moins différent dans les tissus de l'organe reproducteur masculin. Et il semblerait que la 5-alpha-réductase de type 2, qui est la 5-alpha-réductase que le finastéride réduit, ait un rôle particulier durant le développement surtout embryonnaire du sexe masculin, mais la 5-alpha-réductase de type 2 n'est pas la seule enzyme responsable de la croissance du pénis lors de la puberté, et on le sait parce que chez les hommes qui ont une mutation génétique qui fait qu'ils sont déficients en 5-alpha-réductase de type 2, en fait, ces hommes-là, ils naissent avec un micro-pénis ou peut-être même un sexe qui ressemble plutôt à un sexe féminin, sauf que lorsqu'ils entrent en puberté, il y a une augmentation de la testostérone qui fait que leur pénis se développe et leurs testicules descendent, parce que parfois, les testicules, chez ces individus déficients en 5-alpha-réductase de type 2 dès la naissance, les testicules se trouvent à l'intérieur de l'abdomen, donc ne sont pas sortis lors du développement embryonnaire. Donc ça suggère que la 5-alpha-réductase de type 2 est certes nécessaire, puisque lors de la croissance du pénis chez ces individus, effectivement le pénis atteint une taille normale et une fonction suffisante pour assurer la reproduction, mais il n'atteint pas une taille aussi conséquente que chez les personnes qui ne seraient pas déficientes dans cette enzyme. Donc la 5-alpha-réductase de type 2 joue un rôle dans la croissance du pénis, mais elle n'est pas la seule enzyme responsable de la fonction et de la croissance du pénis chez les hommes. Mais alors qu'en est-il de la répartition de 5-alpha-réductase dans l'organe reproducteur masculin à l'âge adulte? Eh bien, il semblerait que la 5-alpha-réductase soit effectivement présente dans le sexe masculin, même à l'âge adulte, avec une répartition bien particulière. Donc, il y a principalement une présence, une activité de 5-alpha-réductase de type 1 et type 2. Et donc la type 1 se trouve principalement dans la peau de l'organe génital, ainsi que dans les testicules et dans l'épididyme, qui est, je vais en parler plus tard dans la vidéo, mais qui est considéré comme la salle de musculation des spermatozoïdes, et je t'expliquerai plus tard pourquoi. Tandis que la 5-alpha-réductase de type 2 est présente principalement sur la peau du pubis, donc autour du sexe masculin, au-dessus, dans la partie en bas de l'abdomen, ainsi que dans le corps caverneux. Oui, la 5-alpha-réductase de type 2 est présente dans le corps caverneux, et peut-être que maintenant ça va déclencher des signaux d'alerte dans ton cerveau, mais ne t'inquiète pas, on va aller plus en détail à ce sujet-là aussi,
et tu verras que ça ne veut pas forcément dire que le finastéride inhibe l'activité de la 5-alpha-réductase dans le corps caverneux ou bien inhibe la fonction du corps caverneux, et je vais également expliquer ce que c'est le corps caverneux, l'épididyme, etc. Donc la 5-alpha-réductase de type 2 est principalement présente dans les nerfs du corps caverneux, qui sont responsables de la dilatation du corps caverneux lors de l'érection. Elle est également présente dans le gland, dans l'épididyme, encore une fois la fameuse salle de musculation des spermatozoïdes, et dans la prostate, qui est la zone de l'organe reproducteur masculin où la 5-alpha-réductase de type 2 exerce sa plus grosse, sa plus forte activité. Donc c'est là où il y a le plus de 5-alpha-réductase, en tout cas chez l'homme adulte. Mais parlons un petit peu d'anatomie pénienne. Donc je vais revenir sur tous ces termes en détail pour bien définir ce que c'est et quelles sont les fonctions de chacune de ces parties du sexe masculin. Donc premièrement, le pubis, c'est la partie qui est au-dessus du pénis et qui est composée de peau et de tissu adipeux. Donc elle n'exerce pas forcément de fonction sur les parties génitales, c'est juste la partie qui est au-dessus des parties génitales où généralement tu as une pilosité qui pousse et on pourrait comme ça partir du principe que la pilosité permet de protéger le sexe de l'individu, mais ça reste encore à prouver. Ensuite, tu as le corps caverneux, qui est probablement la partie la plus importante en fait dans le développement d'une érection, parce que c'est dans le corps caverneux, qui est composé de deux tubes, comme ça, qui sont parallèles, c'est dans le corps caverneux que tu vas avoir une dilatation de ce qu'on appelle les muscles lisses. Donc, tu as deux types de muscles dans ton corps, principalement. Ça va être les muscles striés squelettiques et les muscles lisses. Le muscle strié squelettique, lorsqu'il se contracte, lorsqu'il est activé nerveusement, il va se rétracter, il va se compresser. Tandis que le muscle lisse, qui est présent principalement dans les tissus artériels et tissus veineux, donc dans le système circulatoire, lorsque les muscles lisses vont être activés nerveusement, ils vont se dilater. Et c'est en tout cas le cas dans le corps caverneux, nerveusement, lorsqu'il y a un message nerveux au pénis, donc au niveau des tissus de muscles lisses dans le corps caverneux, à ce moment-là, les muscles lisses vont se dilater et faire plus de place pour que le sang puisse passer dans les veines et dans les artères. Et à ce moment-là, tu vas avoir une érection. C'est ce qu'on appelle, c'est ça qui crée l'érection, c'est la dilatation des muscles lisses et la dilatation en fait des réseaux des réseaux sanguins en fait, des capillaires sanguins, des veines, etc., qui va causer une érection. Et ensuite, en dessous, tu as le corps spongieux, qui est un troisième tube dans lequel passe le canal qui permet d'évacuer l'urine et le fluide séminal lors de l'éjaculation. Et finalement, en dessous, tu vas avoir l'organe, donc tu vas avoir la partie où tu produis tes spermatozoïdes, qui s'appellent les testicules. Ça, j'ai pas forcément besoin de te faire un dessin, tu sais plus ou moins de quoi je parle. Et au-dessus de tes testicules, tu vas avoir ce qu'on appelle l'épididyme, qui est une glande qui sert à assurer la maturation des spermatozoïdes. Donc par exemple, lorsque tu as des spermatozoïdes qui se produisent dans tes testicules, plutôt quand les testicules produisent des spermatozoïdes, ces derniers remontent dans l'épididyme, et c'est dans l'épididyme qu'ils vont arriver à maturation, qu'ils vont développer leurs caractéristiques qui leur permettent de nager jusqu'à l'ovule lors de la fécondation, et puis ensuite ils passent dans la poche. En fait, je ne saurais pas comment la nommer, mais ils passent dans une espèce de poche où tu stockes ta réserve de spermatozoïdes, et puis ensuite, au moment des ébats, bah voilà, il va se passer ce qui va se passer, et le spermatozoïde pourra aller jusqu'à l'ovule. Donc si tu n'as pas un épididyme qui est fonctionnel, tu risques de ne pas avoir une maturation complète des spermatozoïdes. Mais alors, étant donné que le finastéride inhibe la 5-alpha-réductase de type 2 et que cette isoforme de 5-alpha-réductase est présente dans le corps caverneux du pénis à l'âge adulte chez l'homme, est-ce que ça veut dire que le finastéride affecte négativement la fonction et la structure du corps caverneux chez l'homme? Eh bien, figure-toi qu'il existe des études qui permettent de démontrer par A plus B si oui ou non le finastéride affecte la structure et la fonction du corps caverneux, sauf que ces études ont principalement trois limitations, qui sont la première, les doses utilisées, qui sont généralement plus élevées que les doses standards qu'on va utiliser de 1 ou 5 mg par jour, voire même moins pour les hommes qui traitent leur perte de cheveux, ça pourrait aller même jusqu'à 0,25 mg par jour ou 0,5 mg un jour sur deux, j'en ai fait une vidéo précédemment.
La deuxième limitation, ça va être le mode d'administration, parfois par voie orale, mais parfois également par injection, ce qui va changer également la biodisponibilité du finastéride dans l'organisme. Et finalement, troisième limitation, et probablement la plus importante, c'est le fait que ces études ont été réalisées sur des rats, et plus précisément, pour l'une de ces deux études, un modèle spécifique de rat qui n'est pas forcément démonstratif de la condition des hommes qui prennent du finastéride pour traiter leur perte de cheveux. Et la première étude en question, il y en a deux en tout, permet de déterminer quels sont les changements physiologiques que le finastéride occasionne sur les tissus du pénis masculin et encore une fois chez le rat. Et il y a un médecin, le docteur Bailey, qui avait fait une vidéo sur YouTube là-dessus, et donc je vais te diffuser un extrait de sa vidéo, puis ensuite on va discuter de l'étude en question, voir un petit peu plus en détail cette étude, et parler un petit peu de ce que le docteur dit, de ce qui n'est pas forcément complètement fidèle à la réalité de l'étude. Donc je vais arrêter de babiller et je vais tout simplement te montrer l'extrait en question. L'équipe de chercheurs a voulu savoir si la prise de finastéride pouvait induire des modifications au niveau du corps caverneux et a donc pris le rat comme modèle. Il s'agit donc de rats qui ont été exposés à des doses de finastéride pendant plus de 20 jours et qui ensuite ont été sacrifiés et chez qui des recherches dans la modification de l'architecture du corps caverneux ont été faites. Des recherches moléculaires également. Ce que l'équipe a pu prouver est une série de modifications, et notamment une modification du métabolisme du monoxyde d'azote, avec une diminution de l'activité de ce qu'on appelle la hénosynthétase, qui est une enzyme qui fabrique du monoxyde d'azote et qui le libère dans les vaisseaux. Monoxyde d'azote dont on sait que le métabolisme est prépondérant pour obtenir une érection et la conserver. Il y a bien sûr une modification du métabolisme de la testostérone, puisque ce médicament, cette molécule de finastéride, va inhiber une enzyme qu'on appelle la 5-alpha réductase, et l'inhibition de la 5-alpha réductase était également constatée au cœur du corps caverneux du rat. Ce qui est plus intéressant, c'est que l'on a pu démontrer par cet article que s'il y avait bien sûr des effets locaux au niveau du pénis, qui peuvent expliquer une perte de qualité d'érection à distance de l'arrêt du finastéride, on trouve également des preuves moléculaires d'une activité centrale du finastéride, avec donc des implications au niveau central, au niveau nerveux central, au niveau du cerveau, dans les mécanismes de ces problèmes d'érection. La conclusion est qu'il faut être très prudent avec ce médicament. Alors, il y a principalement trois limitations dans l'interprétation de cette étude par le docteur Bailey. C'est que premièrement, l'étude en question ne démontre aucun changement structurel du corps caverneux. L'étude démontre uniquement des changements au niveau de la production de différents neurotransmetteurs et de différentes hormones au niveau du corps caverneux du pénis du rat. Deuxièmement, il n'y a aucun effet qui est prolongé suite à l'arrêt du traitement, et la conclusion de l'étude précise même que après un mois d'arrêt, tous les effets secondaires, en fait, tous les changements physiologiques occasionnés par le finastéride sont réversés, ce qui suggère une totale réversibilité des effets secondaires avec le finastéride. Et dernièrement, le docteur parle de changements au niveau du cerveau avec le finastéride, sauf que là, encore une fois, l'étude en question ne démontre aucune métrique qui permettrait en fait de déterminer si oui ou non il y a eu des changements dans les tissus du cerveau en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il modifie le contenu de cet article, sachant que c'est un article qui est disponible sur internet et que je vais bien sûr citer en description de cette vidéo, contrairement au docteur Bailey qui n'a pas cité son article et que j'ai dû quand même aller rechercher avec le titre qui était sur la vidéo en question. Donc je trouve ça un petit peu suspect. Mais pour revenir à ma vidéo, pour revenir à mon épisode, qu'est-ce que cette étude démontre réellement? Premièrement, le finastéride, effectivement, affecte certains neurotransmetteurs, principalement, en tout cas les neurotransmetteurs qui ont été observés ici, c'est la norépinéphrine et l'épinéphrine, qui sont des neurotransmetteurs responsables de la réponse combat-fuite, donc de l'activation du système nerveux sympathique, si je ne dis pas de bêtises. Sympathique étant le système nerveux de la réponse combat-fuite, et parasympathique étant la contrepartie nerveuse de la réponse repos et digestion. Donc,
il y a une augmentation de la norépinéphrine et une diminution de l'épinéphrine, ce qui pourrait se traduire par une inhibition de la conversion de norépinéphrine en épinéphrine. Et qu'est-ce que la norépinéphrine et l'épinéphrine? La norépinéphrine, c'est le précurseur de l'épinéphrine, et la norépinéphrine est responsable de la vasoconstriction lors d'une réponse au stress. Tandis que l'épinéphrine, qui est donc produite à base de norépinéphrine, un peu de la même manière que la testostérone, non, un peu de la même manière que la dihydrotestostérone est produite à base de testostérone, via la conversion avec la 5-alpha-réductase, l'épinéphrine est produite à base de norépinéphrine via la conversion également de 5-alpha-réductase, et l'épinéphrine est responsable de l'accélération du rythme cardiaque lors d'une réponse au stress. Donc il y a une augmentation de la norépinéphrine, donc potentiellement une augmentation du réflexe de vasoconstriction, donc resserrement des vaisseaux sanguins, et une diminution de l'épinéphrine, donc ce qui voudrait dire que le finastéride aurait un effet, en tout cas chez les rats, et à des doses astronomiquement élevées, le finastéride aurait un effet sur la réponse au stress et pourrait augmenter le niveau d'activation de stress de base en fait. Et ces altérations semblent être corrélées donc à une diminution de l'activité érectile. Deuxièmement, le finastéride réduit également la production, effectivement comme l'a dit le docteur Bellet, le finastéride réduit la production d'oxyde nitrique dans les vaisseaux sanguins du pénis. Et l'oxyde nitrique, c'est une molécule qui est indispensable pour la dilatation des vaisseaux sanguins, et c'est ce qui pourrait expliquer les effets du finastéride sur les troubles érectiles, en tout cas chez les rats. Sauf que cette étude démontre également qu'au bout d'un mois d'arrêt, tous les effets secondaires qui sont perçus au niveau physiologique sont réversés. Et cette étude présente principalement quelques limitations, la première étant la dose utilisée et également la deuxième étant la voie d'administration, parce que la dose utilisée dans cette étude était de 1 mg par rat par jour, sauf que un rat pèse je ne sais combien, mais peut-être 400 grammes, alors qu'un être humain pèse en moyenne, en tout cas un homme moyen adulte, pèse 70 kg en moyenne. Donc si on devait convertir proportionnellement la dose utilisée chez les rats, si le rat utilise 1 mg par jour, ça voudrait dire que les hommes qui pèsent donc 200 fois, qui sont 200 fois plus lourds, devraient prendre 200 mg, ce qui serait littéralement 200 fois plus élevé comme dose que pour ce rat. Donc ça veut dire que déjà là, le dosage n'est pas fidèle à la réalité. Deuxièmement, la voie d'administration était par injection, c'est-à-dire que les chercheurs ont injecté une solution contenant 1 mg de finastéride directement dans le système sanguin des rats, ce qui fait que le finastéride n'est pas passé par le système digestif. Et on sait que lorsque tu ingères du finastéride, tu en absorbes à peu près 60 à 70% du principe actif. Donc si tu ingères 1 mg de finastéride, tu vas absorber dans ton système 0,6 à 0,7 mg de finastéride parce qu'il y aura une partie qui sera métabolisée directement dans le système digestif. Et donc, cette étude, en tout cas, n'est pas du tout représentative de la réalité et on ne peut pas tirer de conclusion à partir de cette étude. Deuxième étude, qui celle-ci, cette fois-ci, étudie réellement la structure du corps caverneux chez les rats qui utilisent soit du finastéride, soit du dutastéride pendant 40 jours. Et effectivement, dans cette étude, les chercheurs ont observé de 1 une diminution du nombre de cellules de muscles lisses dans le corps caverneux des pénis des rats qui étaient utilisés dans cette étude, ainsi qu'une augmentation des tissus collagineux, des fibres collagineuses, donc qui pourrait suggérer une apparition de fibrose du tissu pénien et également une réduction qui a été mesurée, donc une réduction du diamètre du pénis des rats qui étaient exposés au finastéride et au dutastéride. Maintenant, il y a également des limitations dans cette étude. Donc premièrement, la dose est extrêmement élevée, encore une fois. On parle de 0,5 mg de dutastéride par kilo de poids de corps par jour et 5 mg de finastéride par kilo de poids de corps par jour, ce qui correspondrait à des doses 350 fois plus élevées que chez les humains. Donc encore une fois, on ne peut pas vraiment savoir si à une dose égale proportionnellement parlant à ce que les humains prennent pour traiter leur calvitie, est-ce qu'on aurait observé les mêmes résultats? On ne peut pas le savoir. Deuxièmement, les rats qui sont utilisés dans cette étude sont une souche bien particulière qui est appelée la souche Wistar Kyoto, qui est un modèle de rat qui développe spontanément des troubles cardiovasculaires, donc de
d'hypertension cardiovasculaire et qui est également sujette à de l'hyperplasie bénigne de la prostate, ce qui n'est pas forcément fidèle au type d'individu, à la catégorie d'individu qui va utiliser du finastéride pour traiter sa calvitie masculine, qui serait généralement des hommes entre 20 et 40 ans qui seraient moins à risque pour ce type de maladie-là. Donc si on avait pris un modèle de rat différent, donc par exemple qui serait plus fidèle au groupe démographique qui utilise généralement du finastéride pour traiter sa calvitie, et qu'on avait adapté les doses à des doses fidèles à la réalité, peut-être que les résultats auraient été différents, et ça, on peut malheureusement pas le savoir. Maintenant, ce qu'on sait pour les hommes, les êtres humains, et l'activité de la DHT dans le corps caverneux de l'être humain. On sait que chez les hommes à l'âge adulte, la testostérone est l'hormone responsable du maintien de la fonction et de la taille du pénis à l'âge adulte. Et en tout cas, après avoir fait mes recherches et après avoir vraiment euh, trié et déchiffré Internet, j'ai pu arriver à la conclusion, donc avec les études que j'ai pu trouver et que je vais également détailler en description, ce que j'ai pu trouver, c'est que à l'âge adulte, la testostérone et la DHT exercent exactement le même effet sur la relaxation des corps caverneux, donc sur le message nerveux de relaxation du corps caverneux. Et une étude explorant les effets de la testostérone et de la DHT sur la relaxation du corps caverneux démontre même une relaxation plus importante avec la testostérone qu'avec la DHT. Donc est-ce que c'est dû à de la chance? Est-ce que c'est dû à une coïncidence? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la testostérone et la DHT exercent exactement le même effet. Ce qui veut dire que si tu inhibes ta dihydrotestostérone avec du finastéride, tu vas avoir une augmentation de testostérone euh, conséquentielle, parce que justement, si tu as moins de testostérone qui devient de DHT, tu as plus de testostérone qui reste testostérone. Donc, techniquement, la charge androgénique au niveau de ton tissu pénien sera exactement la même. Et vu que la testostérone et la DHT exercent exactement le même effet et à la même puissance, voire même plus de puissance avec la testostérone, eh ben, apparemment, l'activité de ton pénis ne sera pas du tout altérée par la réduction de DHT due au finastéride. Et pour revenir au rat, j'ai pas trouvé d'études sur les êtres humains. Je sais que, donc là, je parle des hommes qui sont génétiquement déficients en 5-alpha-réductase de type 2. Je sais que ces hommes-là se développent normalement durant la puberté, mais n'atteignent pas toujours une taille aussi grande en moyenne que les hommes qui n'ont pas de déficience de 5-alpha-réductase. Mais en tout cas, chez les rats, qui seraient déficients en 5-alpha-réductase de type 2, il y a un développement de l'organe reproducteur masculin qui est similaire, voire identique au développement des mâles rats qui n'ont pas de déficience de 5-alpha-réductase de type 2. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut déterminer avec tout ce que je viens de te dire là? À ce jour, il n'y a aucune étude qui démontre que le finastéride chez les êtres humains, chez les hommes, réduit la taille du pénis ou altère directement la fonction pénienne de l'adulte. Maintenant, étant donné que lorsque tu prends du finastéride, tu réduis ta DHT, donc tu augmentes ta testostérone, il se pourrait que ta testostérone soit convertie dans une plus grande mesure en œstrogène. Et apparemment, les œstrogènes pourraient avoir un effet antagoniste à la testostérone sur les tissus péniens, en fait sur le réflexe de, comment dire, d'érection. Donc, si tu as une prédisposition à produire plus d'œstrogène lorsque ta testostérone est plus élevée, il se peut que ce soit l'augmentation d'œstrogène et non pas la réduction de DHT ou la présence de finastéride qui pourrait avoir un impact néfaste sur tes érections et la qualité de tes tissus péniens, etc. Et c'est la raison pour laquelle il y a quand même un très faible nombre d'hommes qui vont avoir des effets secondaires avec le finastéride de type baisse de libido ou baisse de la qualité érectile. Maintenant, si vraiment on voulait déterminer si oui ou non le finastéride réduit la taille du pénis chez l'homme adulte, il faudrait faire une étude. Il faudrait faire une étude clinique avec un groupe d'hommes qui prennent du finastéride, un groupe d'hommes qui prennent un placebo et un groupe d'hommes qui ne prennent absolument rien. Et chaque groupe mesurerait, donc tous les participants devraient mesurer leur sexe au début de l'étude, et tous les 6 mois pendant 2 ans, et puis ensuite une fois par année pendant 3, 5, 10 ans. Et à ce moment-là, on pourrait savoir si oui ou non le finastéride réduit la taille du pénis chez l'homme adulte. Maintenant, est-ce que c'est vraiment pratique dans la vraie vie? Je ne pense pas. Pour plusieurs raisons. De un, ça serait extrêmement cher à réaliser comme étude, parce que ce serait une étude extrêmement longue.
Et en plus de ça, le nombre de personnes, le nombre de participants qui abandonneraient entre-temps serait peut-être extrêmement élevé, étant donné que l'étude serait extrêmement longue, encore une fois. Et en plus de ça, je doute qu'il y ait suffisamment d'hommes qui soient à ce point-là déterminés à servir la science pour avoir envie de partager leur mensuration, bien que de manière anonyme, durant l'étude. Et en plus de ça, l'étude n'aurait pas réellement d'intérêt à être réalisée, étant donné que le finastéride existe depuis plus de 30 ans, enfin il a été approuvé par la FDA depuis plus de 30 ans, et jusqu'à maintenant, aucune étude clinique n'a démontré de changement au niveau de la taille du pénis masculin chez les personnes qui ont été testées avec du finastéride. Et là, on parle de dizaines de milliers d'individus, donc si vraiment il y avait un mécanisme là derrière, on le saurait depuis. Et je sais bien sûr que des anecdotes existent d'hommes qui disent que leur pénis aurait rétréci avec du finastéride, sauf que je pense que ce rétrécissement, ou en tout cas cette perception de rétrécissement, est probablement due à tout simplement une réduction de la qualité des érections chez ces personnes-là, parce que oui, le finastéride, chez une rare catégorie, chez un nombre très faible de personnes qui utilisent du finastéride, normalement on parle de l'ordre de 2 à 4% de chances d'avoir des effets secondaires de ce type, il y a une petite catégorie de personnes qui va avoir des effets secondaires type baisse de la qualité érectile, donc fonction érectile qui serait peut-être à 90% par rapport à lorsque tu ne prends pas de finastéride ou des choses comme ça, ou bien même une réduction de la libido ou autres effets de ce genre. Donc peut-être que le rétrécissement visuel du sexe masculin serait simplement dû à une diminution de l'afflux sanguin dans le pénis dû à une réduction de la qualité érectile, mais ça ne témoigne en rien un changement structurel des corps caverneux ou d'autres parties du pénis. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair et de te rassurer par rapport à toutes ces rumeurs que tu entends peut-être sur Internet, sur les forums qui parlent de perte de cheveux, etc. Si tu as des questions ou simplement si tu as apprécié ma vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai pris énormément de temps et ça m'a demandé énormément de travail de faire cette vidéo, donc j'apprécierais si tu pouvais lâcher un like et même t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à très bientôt.